Alors, quels sont les différents soldes intermédiaires de gestion que nous allons étudier, SIG du PCG? Donc, la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, le BE qu'on appelle excédent brut d'exploitation. On va voir aussi qu'on peut, dans certains cas, ne pas avoir un excédent brut d'exploitation, mais une insuffisance brute d'exploitation, donc on l'appellera l'IBE, le résultat d'exploitation, le RCAI, le résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel, le résultat de l'exercice et les plus ou moins values sur cession. Donc ce que nous allons faire, nous allons reprendre chaque solde, étudier comment ils sont calculés et ensuite faire des commentaires à ce sujet. Donc, premier solde, la marge commerciale. Étudions d'abord ce qu'il y a, on va refaire comme ça pour chacun des soldes, ce qu'il y a dans chaque colonne dans la partie produit. Alors, dans la partie produit de la marge commerciale, on a donc, comme vous le voyez, les ventes de marchandises, donc le compte 707, moins le 709,7 RRRO. Alors, RRRO sur marchandises. Alors, attention. Ces histoires de RRRO de marchandises, moi je vous le mets en moins, mais ça vous le savez. Sauf que, je vous précise ça pourquoi? Parce qu'on peut vous demander de présenter des SIG soit à partir d'un compte de résultats, soit à partir d'une balance comptable. Est-ce que tout le monde me suit bien? Si vous avez un compte de résultats à votre disposition dans un vrai compte de résultats, les RRRO, par exemple, sur marchandises, sont déjà déduits des ventes de marchandises qui apparaissent dans un compte de résultats. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous rappelle que je vous ai dit le cours le plus important, d'accord? C'est celui que j'ai fait avant, dans l'analyse fiscale, où je vous ai donné chaque poste qui existe dans un compte de résultats et dans un bilan, et je vous ai mis les comptes qui étaient à l'intérieur. Et dans un vrai compte de résultats, vous ne voyez pas apparaître une ligne vente de marchandises et en dessous RRRO sur vente de marchandises. C'est pas vrai. Il y a juste vente de marchandises. Est-ce que vous me suivez? Et dans un vrai compte de résultats, le montant qui apparaît, c'est le montant du solde créditeur, on est d'accord, du 707, moins l'éventuel solde débiteur du compte 709,7. Est-ce que vous me suivez? Alors, vous voyez pourquoi vous le mettez? Eh oui, parce qu'on pourrait vous le demander à partir d'une balance. Et si c'était une balance, dans ce cas-là, il faudrait, comme chaque compte serait individualisé, le 707, c'est pas pareil que le 709,7. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, vente de marchandises, très simple, aucune difficulté. On est bien d'accord qu'il s'agit ici des ventes qui existent en France, des ventes qui sont intracommunautaires et des ventes à l'exportation, bien entendu. Ensuite, du côté des charges. Donc, du côté des charges, vous voyez, le montant, le poste s'appelle coût d'achat des marchandises vendues. C'est ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit. Il n'est pas écrit achat de marchandises. Il est marqué coût d'achat des marchandises vendues. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Logiquement, 607 achats de marchandises, plus 608,7 les frais accessoires d'achat sur marchandises s'il y en a, plus ou moins 6037, c'est-à-dire la variation du stock de marchandises, et éventuellement, si je pars d'une balance, bien sûr, moins 609,7 le RRRO sur achat de marchandises. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, c'est clair pour tout le monde? D'accord? Encore une fois, dans un vrai compte de résultats, la ligne achat de marchandises, à l'intérieur, il y a le 607, le 608,7, moins le 609,7 qui sont déjà retirés. Vous êtes d'accord? Par contre, la variation de stock, qui peut être positive ou négative, elle, dans un vrai compte de résultats, vous le savez, je l'espère, mais j'ai pas d'inquiétude. Vous le savez, ça vient en dessous, bien entendu. On est d'accord? Alors, quelle est la signification et l'intérêt de calculer cette marge commerciale? Vous comprenez aisément, donc compte tenu de la façon dont on calcule ce solde, que la marge commerciale n'existe par essence même que dans les entreprises commerciales, c'est-à-dire celles qui achètent et qui vendent des marchandises.
Ce qui veut dire concrètement que dans certains cas, quand on vous demandera les SIG, il pourra ne pas y avoir de marge commerciale, puisque toutes les entreprises n'achètent pas et ne revendent pas des marchandises, on est bien d'accord. Okay, ça peut être une entreprise de production ou une entreprise de service, d'accord. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y aurait pas de marge commerciale. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à calculer un certain nombre de ratios, à comparer, vous allez m'entendre le dire, je m'en excuse d'avance, des dizaines de fois, à comparer dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on compare d'une année à l'autre, et dans l'espace, on compare par rapport aux autres entreprises qui auraient la même activité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, à partir de ça, de la marge commerciale, donc, on peut calculer ce que l'on appelle le taux de marge. Le taux de marge, c'est la marge commerciale divisée par le prix d'achat hors taxe, et on peut le multiplier par 100 si on veut pour l'avoir en pourcentage, bien entendu. D'accord? Donc, vous voyez, taux de marge, la marge par rapport au prix d'achat. On peut calculer aussi, c'est un peu plus rare mais ça existe, le taux de marque hors taxe. Et ce taux de marque hors taxe est égal cette fois-ci à la marge commerciale, donc la même, mais divisé par le prix de vente hors taxe. D'ailleurs, beaucoup de gens se trompent en termes de vocabulaire. Je répète, le taux de marge, c'est la marge commerciale sur le prix d'achat hors taxe, alors que le taux de marque, c'est la marge commerciale sur le prix de vente hors taxe. Et vous avez le taux de marque TTC, qui serait égal, lui, au prix de vente TTC, moins le prix d'achat, hors taxe, divisé par le prix de vente TTC. Très honnêtement, celui qui est utilisé le plus souvent, ou ceux qui sont utilisés le plus souvent, c'est soit le premier, soit le deuxième. Encore une fois, ça c'est à comparer dans le temps et dans l'espace. Parce que tout seul, j'ai une marge commerciale de 125 000 euros, peu importe. D'accord? Si j'ai que ça, qu'est-ce que je peux faire comme commentaire? Que y a une marge commerciale qui est positive. J'espère que vous comprenez que si vous voyez apparaître une marge commerciale qui serait négative, ça serait très inquiétant. Ça serait même probablement une erreur de votre part. Est-ce que vous comprenez? Vous vous rendez compte ce que ça voudrait dire une marge commerciale négative? Ça voudrait dire, regardez comment c'est calculé, parce que les commentaires, plus bêtes on meurt. Ça voudrait dire que le prix de vente des marchandises serait inférieur au coût d'achat des marchandises. Voilà le gestionnaire avisé qui ferait ça. On est d'accord, ok? C'est clair? Donc, la marge commerciale, le commentaire. Donc, normalement, on l'aurait par exemple entre n et n-1, la variation en plus ou en moins. Regardez, tout simple, les commentaires. Il ne faut jamais se mettre la tête à l'envers en niveau DCG avec les commentaires. Il suffit de regarder comment c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si la marge commerciale d'une année à l'autre a varié, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Pourquoi ça a varié? C'est une soustraction entre deux chiffres. C'est soit d'une année à l'autre, les ventes de marchandises ont augmenté ou baissé selon le cas, et ou, d'une année à l'autre, le coût d'achat des marchandises a baissé ou a augmenté. Est-ce que vous comprenez? Si, d'une année à l'autre, on voit que les ventes de marchandises ont baissé, il faut essayer de comprendre pourquoi, parce qu'il peut y avoir des raisons, j'allais dire, rationnelles. Un concurrent qui s'est installé en face de chez nous, pas loin, une baisse du prix de vente parce que, du fait de la concurrence, ou les prix ont baissé sur tel ou tel article qu'on a vendu. Ça peut s'expliquer. La marge commerciale aussi est liée, bien sûr, au coût d'achat des marchandises. Donc on peut comparer dans le temps le coût d'achat des marchandises vendues. Donc, est-ce qu'il y a eu une augmentation du coût d'achat des marchandises? Pourquoi il y a eu une augmentation du coût d'achat des marchandises? Regardez tout simplement comment c'est calculé. Qu'est-ce qui a pu se passer? Une augmentation du prix d'achat des marchandises ou une baisse du prix d'achat des marchandises. Une augmentation des stocks, puisqu'il y a la variation des stocks. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, il faut rester très simple sur les commentaires. On fait, en général, la variation d'une année à l'autre, en pourcentage, on le verra tout à l'heure, et
en euros, enfin en euros et en pourcentage, et on voit bien ce qui s'est passé, puisque si on l'a sur 2 années, comme c'est une soustraction, ça peut venir que de ces 2 raisons-là, bien entendu. On est d'accord? Ensuite, la production de l'exercice qui est le deuxième solde. Dans la colonne produit, vous voyez que vous avez 3 éléments, 3 postes à intégrer. D'abord, la production vendue. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je mets là-dedans? Je mets tous les comptes de vente, évidemment, sauf les comptes de vente de marchandises que j'ai déjà utilisés. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Donc, il s'agit de quoi? Des comptes de production, de vente de biens et de services qui apparaissent clairement dans un compte de résultats. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est clair? Alors, j'en profite à ce stade-là pour vous faire une petite remarque. Vous voyez que, on en a parlé tout à l'heure, qu'un des soldes, l'avant-dernier, s'appelle le résultat de l'exercice. Vous me suivez bien? Évidemment, on en reparlera tout à l'heure quand on y arrivera, mais le résultat de l'exercice, c'est forcément le même que celui qui apparaît dans le compte de résultat. On est bien d'accord. Conséquence, comme le résultat d'un exercice, c'est tous les produits moins toutes les charges. Ça veut dire que dans les SIG, comme vous aurez le compte de résultat à votre disposition, écoutez bien, pour limiter les risques d'erreur, je vous conseille, non je ne vous conseille pas, je vous ordonne, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose, très simplement, quelque chose de très simple, que n'importe quel comptable de bas étage fait, de pointer. Et oui, si je veux, dans les SIG, le même résultat que dans le compte de résultat, ça veut dire que dans les SIG, il faut que j'intègre tous les produits et toutes les charges. Donc à chaque fois que je vais prendre quelque chose du compte de résultat pour le mettre dans les SIG, il suffit que je pointe. Je sais, c'est fatigant, c'est effondré sous la masse de travail, mais vu l'avantage que ça a de faire ça et vu la simplicité, je peux vous garantir que ça vous fait gagner du temps. Parce que quand on arrive au résultat de l'exercice et qu'on a quand même la présence d'esprit que vous aurez à comparer avec le résultat de l'exercice, si ce n'est pas le même et que vous n'avez pas fait ce que je dis, il va falloir soit abandonner en disant « adieu monde cruel », je reviens l'année prochaine, ou alors il va falloir se retaper tout à chaque fois. Vous imaginez le temps. Alors que si vous pointez, vous vous apercevrez, ce qui arrive quelquefois, soyons clairs, qu'on a oublié tel poste du compte de résultat dans les SIG. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc vous gagnerez du temps. Donc la production vendue, pas de souci. Ensuite, je rajoute du côté des produits, regardez bien, la production stockée. Je vous rappelle que la production stockée, c'est la variation des stocks de ce que l'entreprise fabrique. Produits finis, produits semi-finis, produits en cours, produits résiduels, déchets. Dans un compte de résultat, écoutez bien, il faut rappeler quand même, la production stockée, elle est soit positive, soit négative. Eh bien, regardez bien, si la production stockée est positive, vous me la mettez du côté des produits, sans aucun problème, et simplement, si elle est négative, regardez bien du côté des charges, des stockages de production. Simplement, faites attention tout de même, un petit risque d'erreur, tout petit, mais je vous le dis, et bien sûr vous ne vous tromperez plus, si c'est une production stockée négative, vous la mettez du côté des charges, mais vous ne la mettez pas en moins. Oula, je tape trop fort là, je tape trop fort. On revient au collège. Eh oui. Collège, oui, bravo. Puisque les soldes, c'est ce que je mets du côté des produits, moi ce que je mets du côté des charges. Imaginez que vous le mettiez sous Excel, simplement. Si vous me mettez, parce qu'il y a une production stockée dans le compte de résultat, si vous me mettez un moins du côté des charges, Excel, il est bête, lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce qu'il y a du côté des produits, moins ce qu'il y a du côté des charges. On revient donc au collège. Moins, ça fait plus. Donc attention, si la production stockée est négative, vous la mettez bien du côté des charges, d'accord, mais pas en valeur absolue, pas avec le signe moins. D'accord? Ça vous paraît tellement évident, bien sûr, on en reparlera. D'accord? Ok. Donc, aussi simple que ça. Ensuite, du côté des produits, il reste la production immobilisée. Si production immobilisée il y a, ça apparaît dans un vrai compte de résultats s'il y en a, aucun souci, bien entendu. Alors, signification
et intérêt de cette production de l'exercice. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure, puisque, bien sûr, cette production de l'exercice, encore une fois, conformément à ce que nous avons dit tout à l'heure, ne concerne que les entreprises de production. Donc, dans certains cas, il n'y aura pas de production, et ce sera normal. Imaginez une entreprise qui ne fasse que de la distribution, mais par essence même, elle aura une marge commerciale et pas de production. Donc, c'est complètement logique. Maintenant, si la production a baissé d'une année à l'autre, de quoi ça peut venir? Vous l'avez sous les yeux. Soit c'est la production vendue qui a baissé, soit la production immobilisée qui a baissé d'une année à l'autre, soit c'est lié à la production stockée. Est-ce que vous comprenez? Mais on le voit. D'accord? Maintenant, si c'est le chiffre d'affaires, encore une fois, qui aurait baissé, pourquoi il a baissé? À nouveau, la même chose que pour le chiffre d'affaires lié aux ventes de marchandises. Est-ce que c'est la concurrence? Est-ce que j'ai été obligé de baisser les prix parce que la concurrence sur le marché fait que, etc., etc. Est-ce que alors la production immobilisée, ça c'est plus facile à comprendre puisque on peut comprendre que d'une année à l'autre, il y ait une année de la production immobilisée et l'année d'après, par exemple, il n'y en ait pas. C'est pas interdit. Rappelez-vous, la production immobilisée, c'est lorsqu'une entreprise construit pour elle-même une immobilisation. C'est pas forcément tous les ans qu'une entreprise construit pour elle-même une immobilisation. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Donc ça peut expliquer à lui seul ce problème, une diminution d'une année à l'autre de la production, bien sûr. Et ça peut être aussi lié à un problème de stock, bien entendu. D'accord? Donc, ok, marge commerciale, production de l'exercice, pas de souci. Valeur ajoutée. Voilà le premier solde, très important d'un point de vue économique, financier, intellectuel. Comment on calcule cette valeur ajoutée? Alors, la valeur ajoutée, du côté des produits, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la marge commerciale plus la production de l'exercice. D'accord? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Ils se calculent en cascade. Ça veut dire, vous voyez, pour remplir la valeur ajoutée, j'utilise du côté des produits la marge commerciale que j'ai déjà calculé, plus la production de l'exercice que j'ai déjà également calculé. Donc, de ce point de vue, aucun problème. Du côté des charges, voilà le premier poste vraiment où il va falloir faire attention. Ça s'appelle la consommation de l'exercice en provenance des tiers. Consommation de l'exercice en provenance des tiers. Qu'est-ce que je mets dans ce compte, dans ce poste-là? Alors, entre parenthèses, encore une fois, une petite remarque. Je ne veux pas voir, oui, mais je fais ce que je veux. Je ne veux pas voir dans un compte, dans les SIG, si on vous demande de les faire, et encore plus, si on vous donne un modèle, je ne veux pas que vous justifiiez les montants à l'intérieur des cellules. Vous regarderez dans tous les cas pratiques que j'ai pu faire, les devoirs, tout ce que vous voulez. Quand il y a à justifier, et là, il y a à justifier, on met un renvoi et en dessous, on écrit tout simplement d'où ça vient. C'est une rigueur que l'on doit avoir, et ça sera comme ça pour toute l'analyse financière. Sinon, je dis pas ça pour vous embêter, bien sûr, vous me connaissez, c'est parce que sinon ça devient illisible dans la cellule. Et je vous connais, il y en a qui écrivent gros, petit, ça déborde, vous écrivez à côté. Non, les SIG, il faut que ce soit clean. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, intellectuellement? En fait, on va mettre, vous imaginez bien que vous avez le compte de résultat dans la tête, bien sûr. Vous avez bossé comme des brutes, donc vous l'avez bien dans la tête, bien sûr. On va mettre tous les achats autres que les achats de marchandises, et il n'y a pas de souci, puisque j'ai pointé conformément à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je ne risque pas de compter deux fois. D'accord. Tous les achats, les variations de stock de tous les achats, sauf les variations de stock des marchandises que j'ai déjà intégrées, bien entendu, et plus le poste autres achats et charges externes du compte de résultat, qui, je vous rappelle, correspond aux comptes 61 et 62. En clair, ce sont tous les achats sauf 607, les variations de stock sauf 6037, plus les comptes 61 et 62. Bon, je fais abstraction, on imagine, moins le 619 s'il y en a un, moins 629 s'il y en a un, on est bien d'accord sur le principe. Donc on répète, en fait, à partir d'un compte de résultat, c'est les achats de matières premières et autres approvisionnements, plus ou moins les variations de stock sur ces achats-là,
plus les comptes de charges externes, 61, et plus les comptes de autres charges externes, 62. D'accord? Inutile de vous dire que là aussi, si vous voyez, vous me sortez une valeur ajoutée négative, inquiétez-vous. D'accord? Ok? Alors, quelle est la signification et l'intérêt? Alors je sais, vous pensez bien depuis le temps, surtout à des gens qui ont déjà fait de la compta, quand je leur demande qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée, tous, vous me répondez avec un ensemble touchant, oui, mais c'est fastoche, c'est la richesse créée par l'entreprise. Et quand je vous demande qu'est-ce que ça veut dire, d'un seul coup, le néant total. D'accord? Un silence abyssal, ça change. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit la richesse créée par l'entreprise, c'est pas assez précis comme définition. Vous le connaissez ça? Vous me dites tout ça. Je vous dis qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. D'accord? Je répète ce qu'on m'a dit. D'accord? Donc ça, en finance, ça peut pas marcher. Il faut comprendre. Alors moi, ce que je veux que vous compreniez, on va le prendre à partir d'un exemple pour comprendre la notion de valeur ajoutée. On va raisonner à l'envers. On va se poser la question, à quoi sert la valeur ajoutée dans l'entreprise? Et j'espère qu'en raisonnant à l'envers, vous allez comprendre l'intérêt de la notion de valeur ajoutée. Alors je vous rappelle, la valeur ajoutée, ce que c'est. C'est, pour faire simple, les ventes, moins les achats et charges externes pour faire ces ventes-là. Vous êtes d'accord? On répète, c'est les ventes, moins les achats et les charges que j'ai enregistrés pour ces ventes-là. C'est bien ça l'idée. On est bien d'accord. Donc on prend un exemple, très simple. Vente plus production, 100 000 euros. Achats et charges externes, d'accord? Donc les 60, 61, 60, etc., 60 000 euros. Donc on est bien d'accord. La valeur ajoutée, 40 000 euros. Ça, vous le trouvez immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se poser la question, donc comme je viens de vous dire, à quoi sert ou à quoi vont servir ces 40 000 euros de valeur ajoutée? Est-ce que vous comprenez que ça va servir forcément à régler, entre guillemets, les charges dont nous n'avons pas encore tenu compte? Puisque, au niveau de la valeur ajoutée, du chiffre d'affaires, la production, la vente pour la production, on n'a retiré que les comptes 60, 61, 62. Donc, la valeur ajoutée sert, entre guillemets, à couvrir toutes les autres charges en aval de ce solde, à savoir impôts, taxes et versements assimilés, les frais de personnel, les amortissements, etc., etc., les frais financiers et, bien entendu, constituer le résultat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que la valeur ajoutée créée par l'entreprise, les 40 000 euros ici, ça a servi à quoi? Eh bien, à payer impôts, taxes et versements assimilés, puisqu'on n'en a pas tenu compte. Ça a servi à payer le personnel. Ça a servi à faire des amortissements. Ça a servi à payer des intérêts des emprunts. Et pour faire simple, si je fais abstraction des éléments exceptionnels, ça a servi aussi aux actionnaires pour toucher des dividendes ou à faire de l'autofinancement. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant l'importance de cette notion de valeur ajoutée? Ça veut dire que si la valeur ajoutée n'est pas suffisante, est-ce que vous comprenez que mécaniquement, ça veut dire que parmi les personnes, entre guillemets, dont nous venons de parler, certaines ne seront pas servies? Je prends un exemple outrancier. Si la valeur ajoutée est de 40 000 euros et que les frais de personnel sont de 45 000 euros, est-ce que vous comprenez, ça veut dire en français, comment vous allez payer les impôts et taxes, comment vous allez payer, qu'est-ce qu'il peut y avoir, les charges sociales, les charges d'intérêt des emprunts. Est-ce que vous commencez à comprendre? D'accord? Donc c'est quelque chose de très important. Et donc voilà pourquoi, parmi les commentaires de la valeur ajoutée, on peut sortir des ratios, et très honnêtement, c'est très simple. Alors j'ai mis moi R1, R2, on s'en fout, hein.
l'ordre n'a pas d'importance, mais par exemple, vous pouvez faire calculer un ratio, charge de personnel plus participation des salariés, le tout divisé par la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça, et vous multipliez par 100, si vous voulez, pour avoir un pourcentage. Qu'est-ce que ça va vous donner comme information? Ça va vous donner comme information quelle est la part de la valeur ajoutée créée par l'entreprise en entier, par toutes les personnes de l'entreprise, sans exception, qui a profité au personnel. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est intéressant à comparer dans le temps et dans l'espace? Ça va? Vous imaginez des entreprises, je ne sais pas moi, de type hypermarché, vous savez qu'ils tiennent quand même des comptabilités, on va dire, indépendantes, d'accord? Pour chaque, et vous calculez là le carrefour ici à Montpellier, près de l'aéroport, et il peut calculer ce ratio, et il s'aperçoit, je dis n'importe quoi, que les frais de personnel, c'est 60% de la valeur ajoutée. Et le directeur régional, lui, il va faire la même chose, mais pour le carrefour, par exemple, ici, de Saint-Jean-de-Védas à la sortie de Montpellier, de l'autre côté, il fait le même ratio, il s'aperçoit que là-bas, c'est 70%. Oui, mais ça a un sens. Je veux dire, vous comprenez, c'est ça, on fait de l'analyse financière pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Ça va, c'est clair? Donc, il est évident que plus ce ratio est grand, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça veut dire que plus l'entreprise utilise de personnel, et où, on a le droit de rêver, mieux elle le rémunère. On est bien d'accord? Ça veut dire aussi que plus ce ratio est faible, ça veut dire que plus l'entreprise utilise des automates. Et donc, moins elle utilise des moyens humains. D'accord? À comparer, évidemment, avec des entreprises du même secteur d'activité, inutile de vous le dire. Si vous avez compris ce principe, vous allez comprendre les autres ratios. Par exemple, on peut en sortir un autre qui serait quoi? Impôt ITVA, c'est-à-dire les comptes 63, plus l'impôt sur les bénéfices, et on peut retirer moins les subventions d'exploitation, puisque tout ça c'est payé par l'État, la région, le département, tout ce que vous voulez, divisé par la valeur ajoutée. Est-ce que tout le monde le comprend? Très honnêtement, qu'est-ce qui pourrait arriver le jour de l'examen? Vous oubliez de retirer les éventuelles subventions d'exploitation, s'il y en avait. Je vous rassure, c'est pas ça qui vous empêcherait d'avoir l'examen. Mais est-ce que vous comprenez intellectuellement les impôts, tous les impôts qu'on paye? Il n'y a pas que les 63, il y a éventuellement les impôts sur les bénéfices, mais intellectuellement, c'est pas idiot de retirer les subventions d'exploitation qui ont été versées par les mêmes personnes qui vont profiter de vos impôts, ce qui est quand même assez logique en même temps. D'accord? Ça montre là, excusez-moi, la part de prélèvement de l'État sur la valeur ajoutée, à comparer dans le temps et dans l'espace, bien entendu. Alors celui-là, très important également, les intérêts des emprunts sur la valeur ajoutée. Donc ça va vous montrer quoi? La part que vous piquent, entre guillemets, les banques ou les établissements financiers sur votre valeur ajoutée, à comparer dans le temps et dans l'espace, bien entendu. Vous pouvez comparer aussi, par exemple, les dividendes qui ont été distribués, plus les éventuels intérêts des comptes courants sur la valeur ajoutée. Alors là, ça va vous montrer quoi? Eh bien, quelle a été la politique de dividendes choisie dans l'entreprise. Entre deux entreprises du même secteur d'activité, etc., ça, c'est très intéressant à comparer. Il y en a une qui distribue beaucoup de dividendes, d'autres pas, etc., etc. Et évidemment, toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable, bien entendu. D'accord? Il y a d'autres ratios qu'on peut calculer également. Certains font très mal. C'est la valeur ajoutée divisée par le nombre de salariés. Vous imaginez que vous soyez mes salariés, là? Si je calcule ça? À comparer dans le temps et dans l'espace. Vous me suivez? D'accord? Valeur ajoutée divisée par le nombre de salariés. On verrait bien, entre deux entités, celle dans laquelle les salariés sont plus productifs que dans l'autre. Vous comprenez ça? On peut remarquer aussi, on pourrait calculer un autre ratio qui serait la valeur ajoutée divisée par la valeur brute des IMO. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que ça pourrait permettre, par exemple, de mesurer, dans le temps et dans l'espace, si les IMO qu'on a achetés permettent
de créer de la valeur ajoutée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous comparez d'une année à l'autre, la valeur ajoutée sur les IMO de l'année dernière par rapport à cette année, et vous voyez que les IMO d'une année à l'autre ont grimpé, et la valeur ajoutée a baissé, ou le résultat a baissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant l'année, on a acheté des IMO qui n'ont servi à rien en termes de création de richesse. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Ça n'a servi à rien. Ça n'a pas permis, par exemple, quand je dis ça n'a servi à rien, entendez, ça n'a servi à rien en termes de chiffre d'affaires. Je sais pas moi, on va prendre un exemple outrancier, eh bien vous avez construit un autre bâtiment, mais il est vide et il n'y a aucune activité dedans. Ah, vous croyez que ça n'existe pas, que je suis en plein délire paranoïaque. Dans le monde réel, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Il a pris un retard, enfin des choses comme ça. Mais on le verrait. Vous voyez en analyse financière, on le verrait. C'est pas normal. Les IMO ont augmenté et la valeur ajoutée n'a pas bougé ou a baissé. Oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On veut comprendre, nous. C'est ça, le métier de l'analyse financière. C'est pas seulement embêter les étudiants, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la réalité. On est d'accord? On peut, comme je vous l'ai dit, donc les résultats d'exploitation plus les bénéfices mis en réserve. Alors ça, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ça montre quoi ça? Regardez bien. DADP d'exploitation, 681. Ça, vous êtes d'accord? C'est donc de l'autofinancement, puisque c'est des charges, et donc c'est des charges calculées. Donc ça veut dire que ça reste dans l'entreprise. Okay, donc c'est ce qu'on appelle, on le verra plus tard, une partie de l'autofinancement, plus les bénéfices mis en réserve, ça veut dire la part du bénéfice qui n'a pas été distribuée aux actionnaires. Donc ça montre bien quelle est la part de la politique, si vous voulez, de distribution également d'autofinancement dans l'entreprise, la part de l'autofinancement dans l'entreprise. On est d'accord ?